Je m'appelle Marc, j'ai 32 ans et je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Je vis en périphérie de Lyon et mes semaines sont très routinières. Trajet, salle de sport, dîner, sommeil, et on recommence. Ma fiancée s'appelle Jenna, elle a 29 ans et est responsable d'un cabinet dentaire. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, et nous ne vivons pas encore ensemble car nous avions convenu d'attendre après le mariage pour emménager. Jusqu'au mois dernier, j'aurais dit à n'importe qui que notre couple était solide, pas parfait, mais avec les problèmes normaux des adultes, les emplois du temps, l'argent, les limites avec les familles, ce genre de choses que l'on règle avec des agendas et des discussions honnêtes. Jenna a un ex nommé Ryan. Ils sont sortis ensemble avant moi, de manière intermittente, et elle dit que c'était fini parce qu'il était immature et incapable de s'engager. Soit, j'ai aussi mon passé. La différence, c'est que je ne le traîne pas dans le présent. Ryan gravite toujours autour de sa vie de manière étrange. Des amis communs, des sorties de groupe imprévues et des SMS occasionnels qu'elle insiste à qualifier d'inoffensifs. Je n'aimais pas ça, mais je ne voulais pas être ce gars contrôlant qui interdit les amitiés. Alors, j'ai fait simple. J'ai dit que je ne voulais pas qu'il fasse partie de notre mariage, sous quelque forme que ce soit. Cela aurait dû être facile. Puis, Jenna a commencé à organiser le mariage comme si c'était une opération militaire dont j'étais le stagiaire non rémunéré. Chaque décision était assortie d'un ton désagréable. Si je posais une question, elle agissait comme si je la ralentissais exprès. Si je n'étais pas d'accord, elle se taisait, puis me punissait avec des réponses glaciales d'un seul mot pour le reste de la soirée. Il y a 2 semaines, elle m'a dit que Ryan viendrait au mariage. Pas invité par moi, même pas en tant que « +1 ». Elle a dit qu'il venait parce qu'il l'avait aidé à trouver l'un des prestataires il y a des années et qu'il serait impoli de ne pas l'inclure. Cela n'avait aucun sens, mais elle l'a dit comme si c'était évident et que j'étais bouché. J'ai dit « non », calmement, clairement, sans drame. J'ai ajouté « je ne vais pas me marier avec son ex assis là à regarder la scène ». Elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais peu sûr de moi. Puis elle m'a asséné quelque chose qui m'a glacé le sang, le mariage était annulé à moins que je ne présente mes excuses à Ryan pour avoir été irrespectueux à son égard. Je pensais qu'elle bluffait. J'ai dit « d'accord, alors le mariage est annulé ». Et je le pensais vraiment. Elle a ri comme si je venais de faire une blague, a attrapé ses clés et est partie. Le dernier SMS qu'elle m'a envoyé ce soir-là disait que je reviendrais en rampant quand je réaliserais combien d'argent avait déjà été dépensé. Je n'ai pas rampé. J'ai commencé à passer des coups de téléphone. Le lendemain matin, j'ai d'abord appelé le domaine. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours dramatique. J'ai simplement demandé quelle était la politique d'annulation et quelles étaient les démarches pour résilier officiellement le contrat. Ils m'ont dit que les 2 parties avaient signé, mais que l'un de nous pouvait demander l'annulation. Il y aurait une pénalité financière selon le délai. J'ai demandé qu'ils m'envoient le formulaire par email. En attendant, j'ai appelé le traiteur et le photographe. Même ton, même question. Je suis resté pragmatique. Si le mariage était conditionné à mes excuses envers son ex, alors ce n'était pas un mariage que je souhaitais financer. Jenna a envoyé un SMS vers midi. Elle a envoyé une capture d'écran d'une confirmation de voyage de noces Airbnb et a écrit « J'espère que tu es fier de toi. Non remboursable ». J'ai répondu que je m'occupais de l'annulation du lieu et que nous pourrions partager les pertes qui nous incombaient légalement. Je suis resté neutre, sans insulte, sans menace. Elle a immédiatement appelé. La première chose qu'elle a dite a été « Est-ce que tu essaies sérieusement de m'humilier ?» Ce mot m'a frappé, humilié. Je lui ai dit « Je ne m'excuserai pas auprès d'un homme qui n'a pas sa place dans notre mariage. » J'ai aussi dit que si elle pensait vraiment que le mariage devait dépendre de cela, alors l'annuler était l'issue logique. Elle a changé de tactique rapidement. Soudain, il ne s'agissait plus de Ryan. Il s'agissait du fait que je ne respectais pas son jugement. Elle a dit que je la forçais à choisir un camp et que les adultes sains ne posent pas d'ultimatum. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait posé l'ultimatum. S'excuser auprès de Ryan ou le mariage est annulé. J'ai juste accepté ses conditions. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit « Tu réagis de manière excessive. » Je ne voulais pas dire vraiment annuler. C'était la première fissure. Je lui ai demandé directement si Ryan venait au mariage.
Elle a hésité. Puis elle a dit qu'il ne viendrait que si je pouvais être mature. Cela m'a tout dit. J'ai envoyé le formulaire d'annulation cet après-midi-là. Je ne l'ai pas fait de manière impulsive. J'ai lu le contrat 2 fois. L'acompte était important mais pas dévastateur. Je peux absorber ma moitié sans ruiner mes finances. Cela ferait mal, mais pas autant que de commencer un mariage où mes limites sont négociables selon son humeur. 3 jours plus tard, le domaine nous a envoyé un email à tous les deux pour confirmer la réception et demander à Jenna d'accuser réception de l'annulation. C'est laquelle a réalisé que je ne faisais pas semblant. Elle s'est présentée à mon appartement ce soir-là sans appeler. Elle ne riait plus. Quand Jenna a frappé, il était près de 21 heures. J'avais fini de dîner et je répondais à mes emails. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais je me suis dit qu'éviter de la voir ne ferait qu'étirer la situation. Elle est entrée comme si elle habitait toujours là, a jeté son sac sur mon comptoir et a immédiatement commencé. Elle a dit que je l'avais prise au dépourvu, qu'annuler sans autre discussion était extrême, que je l'avais fait paraître instable auprès du coordinateur du domaine. Elle a dit que je me concentrais sur le mauvais problème, que c'était une question de confiance. Selon elle, si je lui faisais confiance, je ne me sentirais pas menacé par un homme avec qui elle était sortie il y a des années. Elle répétait qu'il était important pour son épanouissement personnel et que l'exclure serait immature. Je lui ai dit que je ne me sentais pas menacé. Je refuse simplement de célébrer le début de mon mariage avec son ex dans le public parce qu'elle pense que les apparences comptent plus que mon confort. Elle a explosé et m'a traité de manipulateur. Puis elle a dit quelque chose qui a changé toute la conversation. Elle a dit que Ryan se sentait offensé par la façon dont je parlais de lui. J'ai demandé quand exactement j'avais parlé de lui à Ryan. Elle a encore hésité. Puis elle a admis qu'elle lui avait montré des captures d'écran de notre dispute privée sur la liste des invités du mariage. Elle a dit qu'elle voulait son point de vue parce qu'il la connaît bien. C'était la première fois que je ressentais de la clarté plutôt que de la frustration. Il ne s'agissait pas d'inviter un ex. Il s'agissait de triangulation. Elle passait nos conflits par lui, puis s'attendait à ce que je m'excuse d'avoir une opinion sur mon propre mariage. Je lui ai dit que partager nos conversations privées avec un ex franchissait une limite pour moi. Elle a haussé les épaules et a dit que j'étais dramatique. Selon elle, je devrais être reconnaissant d'avoir des amis qui tiennent assez à moi pour donner leur avis. Ami, encore ce mot. Je lui ai demandé directement si elle était toujours émotionnellement attachée à lui. Elle s'est mise en colère instantanément. Elle a dit que j'étais dégoûtant d'insinuer cela. Elle a dit que si elle voulait Ryan, elle ne serait pas fiancée à moi. Cette réponse semblait répétée. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit que c'est exactement pour cela que j'avais annulé, parce qu'au lieu de respecter une limite simple, elle a fait escalader les choses et a impliqué la seule personne garantie de déstabiliser notre situation. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit, si j'annule l'annulation et que je m'excuse auprès de Ryan, elle me pardonnera de l'avoir humilié. Me pardonner. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était un test de pouvoir. Et elle supposait toujours que je finirais par céder. Quand elle a dit qu'elle me pardonnerait, cela a sonné faux. Pas dramatique, pas explosif, juste faux, d'une manière définitive. J'ai regardé mon appartement une seconde, mon canapé, mon comptoir de cuisine, l'endroit que je paie et que je garde stable. Puis je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle parlait toujours comme si c'était une négociation où elle avait l'avantage. Je lui ai dit que nous en avions fini pour ce soir et qu'elle devait partir. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas compris. Je l'ai répété calmement, cette conversation est terminée. Tu dois rentrer chez toi. Elle a croisé les bras et a dit qu'elle n'avait pas fini. Elle a dit, les adultes ne partent pas quand les choses deviennent inconfortables. L'ironie était presque impressionnante. Je n'ai pas discuté. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Elle est restée là à me fixer, attendant que je m'adoucisse, attendant que je m'excuse d'avoir posé une limite dans mon propre appartement. Je lui ai dit, c'est chez moi. Tu es ici en tant qu'invité. Je te demande de partir. Sa voix a changé. Plus tranchante. Elle a dit que j'essayais de l'intimider, que c'était de la maltraitance émotionnelle. Que le fait d'annuler le mariage et maintenant de l'expulser prouvait que j'étais instable. Je suis resté calme.
J'ai dit, il n'y a rien d'instable à demander à quelqu'un de quitter son domicile quand il vous manque de respect. Elle a attrapé son sac mais ne s'est pas dirigée vers la porte. Au lieu de cela, elle a essayé un dernier angle. Elle a dit, si je te force à sortir, nous sommes vraiment finis. C'était le deuxième test de pouvoir. Je lui ai dit, oui, si c'est ce qu'il faut pour que tu comprennes que je suis sérieux, alors oui. Elle m'a fixé pendant un long moment comme si elle attendait que je craque. Quand ce ne fut pas le cas, elle est passée devant moi dans le couloir. Avant de partir, elle s'est retournée et a dit, tu vas regretter ça quand tu réaliseras que tu as jeté un mariage pour ton ego. J'ai dit, je ne jette pas un mariage. Je refuse d'en commencer un comme ça. Puis j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Pas de manière dramatique, juste mécaniquement. Je suis resté là 1 minute pour m'assurer qu'elle était vraiment partie et qu'elle n'attendait pas que je rouvre. Elle a envoyé un SMS 10 minutes plus tard. De longs paragraphes sur à quel point j'étais froid, à quel point ses parents seraient déçus, à quel point les gens allaient parler, pas une seule phrase sur le respect de ma limite. C'est là que le calme s'est vraiment installé. Parce que si la mettre à la porte de mon appartement ressemblait à un soulagement plutôt qu'à de la panique, cela m'a tout dit. Après avoir verrouillé la porte, les messages ont continué d'arriver. Au début, c'était de la colère. Puis cela s'est transformé en culpabilité. Elle disait que je l'avais humiliée devant le coordinateur du domaine. Elle disait que sa mère posait des questions. Elle disait que les gens allaient supposer qu'elle avait fait quelque chose de terrible. J'ai remarqué quelque chose. Chaque message était centré sur son image, son humiliation, ses désagréments. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais mal à l'aise avec l'implication de Ryan dans notre relation. Vers minuit, elle a appelé 3 fois de suite. J'ai laissé sonner. Je n'allais pas avoir une autre conversation circulaire où elle recadrait ma limite en agression. Le lendemain matin, il y avait plus de messages. Cette fois, elle était plus calme. Elle disait que nous devions régler ça avant que cela ne devienne incontrôlable. Elle a suggéré que nous nous rencontrions pour un café et que nous parlions comme des adultes. Elle a aussi ajouté que Ryan pensait que tout ça était un malentendu et qu'il était prêt à accepter mes excuses en privé si cela rendait les choses plus faciles. Cette phrase a tout déclenché. Le fait qu'il connaisse assez de détails pour avoir une opinion signifiait qu'elle l'informait toujours en temps réel. Notre relation était apparemment une matière à discussion dans leur conversation. J'ai répondu une seule fois. J'ai dit que je ne m'excuserais pas auprès de lui et que je ne poursuivais pas une relation où ma fiancée donne la priorité à son ex plutôt qu'aux limites de base. Je te souhaite le meilleur. Elle a immédiatement répondu que j'étais encore dramatique et que la bloquer prouverait que je ne l'avais jamais aimée. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué davantage. Je l'ai bloqué sur son numéro. Puis je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même LinkedIn, car je sais comment ces choses se passent. Je ne voulais pas de messages indirects, de posts publics visant à me cibler ou d'amis communs agissant comme messagers. Ce n'était pas fait dans la rage. C'était stratégique. Si je laissais un canal ouvert, elle l'utiliserait pour me tirer dans le débat. Et le débat était sa force. Elle prospérait dans les zones grises où elle pouvait reformuler les choses jusqu'à ce que je sois sur la défensive au lieu d'aborder le problème initial. Bloquer n'était pas une punition. C'était une façon de mettre fin au cycle proprement. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. C'était Ryan. J'ai fixé la notification pendant 1 minute entière avant de l'écouter. La voix de Ryan était calme, trop calme. Il a dit qu'il avait entendu que les choses étaient devenues incontrôlables et qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle un mariage tombait à l'eau. Il a dit qu'il me respectait et espérait que nous pourrions mettre les choses au clair d'homme à homme. Cette formulation seule m'a dit que ce n'était pas une implication accidentelle. Il se sentait autorisé à intervenir. Il a aussi dit que Jenna était très bouleversée et qu'elle avait tendance à réagir émotionnellement quand elle se sentait acculée. Il s'est présenté comme le raisonnable, le médiateur. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai enregistré le message vocal et fait une capture d'écran du journal des appels. Non pas parce que je prévois de faire monter la sauce, mais parce que la documentation compte quand les histoires commencent à changer. Environ 1 heure plus tard, ma sœur a envoyé un SMS demandant ce qui se passait. Jenna l'avait apparemment appelé en pleurant, disant que,
j'avais brusquement annulé le mariage à cause d'un désaccord mineur sur la liste des invités et que je l'avais bloqué sans explication. C'était rapide. J'ai appelé ma sœur et je lui ai donné la version courte. Pas de drame, juste des faits. Jenna a invité son ex au mariage contre ma volonté. Elle a partagé nos disputes privées avec lui. Elle a exigé que je m'excuse auprès de lui, sinon le mariage était annulé. J'ai accepté cette condition. Ma sœur est restée silencieuse une seconde puis a dit que ce n'était pas un désaccord mineur. Exactement. En milieu d'après-midi, Jenna a essayé de me joindre par email. Objet, s'il te plaît, écoute-moi. Je l'ai lu une fois. C'était la même chose. Elle disait qu'elle se sentait attaquée et non soutenue. Elle disait que Ryan essayait seulement d'aider. Elle disait que la bloquer était cruelle et immature. Elle a aussi glissé qu'annuler le lieu sans son accord pourrait avoir des conséquences juridiques pour moi si elle décidait de demander des dommages et intérêts. Cette partie était intéressante, non pas parce que j'étais inquiet. Le contrat permettait clairement l'annulation par l'une ou l'autre des parties, mais parce qu'elle montrait son état d'esprit. Il ne s'agissait plus de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait de levier. Tard ce soir-là, Ryan a envoyé un SMS depuis un autre numéro. Il a dit « Éviter la conversation te rend coupable ». J'ai bloqué ce numéro aussi. À ce stade, un schéma était évident. Jenna n'essayait pas de réparer notre relation en privé. Elle construisait un récit où j'étais instable et déraisonnable. Et Ryan n'était pas un spectateur. Il participait. Cela a confirmé quelque chose que j'avais hésité à dire à voix haute. Il ne s'agissait jamais seulement d'un invité de mariage. Il s'agissait de savoir si j'étais prêt à être en compétition avec son ex pour influencer ma propre relation. 2 jours se sont écoulés sans contact direct parce que j'avais fermé toutes les portes qu'elle tentait d'utiliser. Cela n'a pas arrêté les effets d'entraînement. Un ami commun, Kevin, m'a envoyé un message pour savoir si j'allais bien. Il a dit que Jenna avait raconté à leur groupe de discussion que j'avais un problème de jalousie et que j'avais saboté le mariage après avoir vrillé pour rien. Selon sa version, Ryan était invité par courtoisie et j'avais réagi comme si elle m'avait trompé. J'ai appelé Kevin au lieu de répondre par SMS. J'ai présenté la chronologie en termes simples. Elle a invité son ex. J'ai dit non. Elle a conditionné le mariage à mes excuses envers lui. J'ai accepté. Elle l'a impliqué dans nos disputes privées. J'ai mis fin à tout. Kevin est resté silencieux un moment. Puis il a dit que ce n'était pas comme ça qu'elle l'avait présenté. Bien sûr que non. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de la mère de Jenna demandant si nous pouvions parler. C'était poli mais direct. Elle a dit que les mariages nécessitent des compromis et que la fierté ne devrait pas ruiner un avenir. Encore ce mot, fierté. J'ai répondu respectueusement. J'ai dit que ce n'était pas une question de fierté. C'était une question de limite et de confiance. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait d'épouser quelqu'un qui impliquait son ex dans nos conflits et rendait ma participation conditionnelle à l'apaisement de ce dernier. Elle n'a pas répondu. Plus tard dans la soirée, Jenna s'est présentée à mon immeuble à nouveau. Je le sais parce que mon voisin du dessous m'a envoyé un SMS pour me dire que quelqu'un sonnait à répétition. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue. Au lieu de cela, elle a envoyé un dernier email. C'était plus long que les autres, moins colérique, plus stratégique. Elle disait qu'elle était prête à désinviter Ryan si c'était ce qu'il fallait pour avancer, mais qu'elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que je ne l'humilierais plus jamais comme ça. Elle a aussi demandé que je lui présente mes excuses pour avoir réagi de manière excessive et pour avoir annulé le lieu sans lui laisser une chance de se calmer. Voilà, c'était ça. Elle retirerait Ryan de la liste des invités, mais seulement si j'admettais ma faute pour avoir tenu bon. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je ne l'interprétais pas mal. Ce n'étaient pas des excuses. C'était un échange. Et j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable mais nécessaire. Si j'acceptais, je créerais le précédent selon lequel chaque fois qu'elle pousserait le bouchon trop loin et que je résisterais, je finirais par absorber le blâme pour rétablir la paix. Ce n'est pas un partenariat. C'est du dressage. Donc, je n'ai pas négocié. J'ai transféré l'email vers ma propre adresse pour archivage. Puis, j'ai contacté le domaine une dernière fois pour confirmer que l'annulation était finalisée et non réversible sans un tout nouveau contrat.
Ils ont confirmé que c'était clos. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, ni administrativement, ni personnellement. La semaine suivante fut plus calme en surface, mais pas réellement paisible. Jenna a arrêté d'essayer de me contacter directement. Au lieu de cela, j'ai commencé à entendre des nouvelles de seconde main. Une de ses collègues aurait dit à une connaissance commune que j'avais eu les pieds froids. Quelqu'un d'autre a entendu dire que j'étais peu sûr de son passé et que je ne pouvais pas supporter d'être avec une femme qui avait un historique. C'était intéressant de voir à quel point le cadrage était cohérent. Dans chaque version, j'étais fragile, dépassé, menacé. Jamais une seule fois l'histoire n'a été qu'elle avait exigé que je m'excuse auprès de son ex comme condition du mariage. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas fait de publication ou essayé de corriger le récit dans chaque cercle. C'est un jeu perdant. Les gens croient ce qui s'aligne avec leurs opinions précédentes. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la logistique. Nous avions déjà prévu d'emménager dans un nouvel appartement ensemble après le mariage. La demande de bail était en cours. J'ai appelé le gestionnaire immobilier et j'ai retiré ma part formellement. J'ai demandé une confirmation écrite que je n'étais plus lié au dossier. Je ne voulais pas que mon nom traîne là où elle pourrait l'utiliser. J'ai aussi examiné les contrats des prestataires pour m'assurer que mon exposition financière était limitée. Les pertes sur les acomptes étaient réelles mais gérables. J'ai payé ma part immédiatement et conservé les reçus. À cette époque, une autre chose inattendue est arrivée. Ryan m'a envoyé un email directement, pas depuis un numéro jetable, pas anonymement, depuis son adresse professionnelle réelle. Il a écrit qu'il se sentait obligé d'intervenir parce que Jenna vrillait et se blâmait. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer des divisions et qu'il respectait ma position en tant que futur mari. Futur mari. Cette expression était soit totalement déconnectée, soit délibérée. Il a aussi dit que si je voulais nous rencontrer pour un café et clarifier les malentendus, il était ouvert à ça. Il a insisté sur le fait que les hommes matures communiquent plutôt que de fermer la porte aux gens. Je l'ai lu attentivement. Il n'y avait aucune reconnaissance du fait que s'insérer dans notre conflit privé était inapproprié. Aucune admission que recevoir des captures d'écran de nos disputes franchissait une limite. Juste une suggestion douce que j'étais celui qui évitait de grandir. C'était la pièce finale pour moi parce que j'ai réalisé quelque chose de simple. Si j'épousais Jenna, Ryan ne s'effacerait pas. Il resterait un consultant dans nos différends. Un vote fantôme, et Jenna continuerait de présenter cela comme raisonnable. Donc j'ai répondu une fois. J'ai dit, il n'y a pas de malentendu. Ce n'est pas ta relation à médier. Ne me contacte plus. Puis j'ai bloqué son email. Ce soir-là, pour la première fois depuis le début, mon téléphone était complètement silencieux, et le silence semblait sain. Environ une semaine après que tout soit devenu silencieux, j'ai croisé Jenna dans une épicerie près de chez moi. Pas prévu, juste un mauvais timing. Elle m'a vu en premier. Je pouvais le dire parce qu'elle s'est figée au milieu de l'allée, puis a redressé sa posture comme si elle se préparait pour un public. J'ai envisagé de faire demi-tour, mais j'ai décidé que je n'agirais pas comme si j'avais quelque chose à éviter. Nous nous sommes retrouvés face à face près du rayon frais. Elle avait l'air différente, pas dévastée, pas repentante, composée. Elle a dit salut comme si nous étions des collègues qui ne s'étaient pas parlé depuis quelques jours. J'ai hoché la tête et dit bonjour. Il y a eu une pause où elle attendait clairement que j'ouvre la porte à la conversation. Je ne l'ai pas fait, alors elle l'a fait. Elle a dit qu'elle aurait souhaité que j'aie géré les choses différemment. Que annuler publiquement au lieu de résoudre le problème en privé l'avait profondément blessée. Elle a insisté sur « publiquement », comme si j'avais affiché un panneau publicitaire au lieu de contacter les prestataires directement. Je lui ai dit que je l'avais géré en privé. Les prestataires font partie de la logistique du mariage. Ils avaient besoin d'informations précises. Elle a soupiré et a dit « tu sais ce que je veux dire ». Puis elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais fait le bon choix. Elle a dit que Ryan convenait que nous avions tous les deux fait escalader les choses et qu'avec une communication appropriée, nous aurions pu éviter tout ce gâchis. Voilà encore. Ryan comme évaluateur, Ryan comme juge. Je lui ai posé une dernière question. Si nous revenions à cette nuit-là et que je disais, je ne m'excuse pas, aurais-tu respecté cela sans conséquence? Elle a hésité. Pas longtemps, mais assez longtemps. Elle a dit,
j'avais juste besoin que tu me montres que tu pouvais faire passer mes sentiments en premier. Cette réponse était honnête et révélatrice. Faire passer ses sentiments en premier signifiait subordonner ma propre limite. Cela signifiait accepter que son confort avec son ex l'emportait sur mon inconfort. Je lui ai dit calmement que je ne suis pas intéressé par une relation structurée de cette façon. Elle a eu l'air agacée alors. Pas triste, agacée comme si j'étais difficile sans raison. Elle a dit, je suppose que c'est fini. Puis j'ai dit, oui, c'est fini. Nous sommes restés là une seconde de plus. Puis elle a pris son panier et s'est éloignée sans regarder en arrière. Je n'ai ressenti ni colère ni regret, juste une confirmation. Parce que même à la fin, elle a présenté le problème comme mon échec à donner la priorité à ses sentiments, pas son échec à protéger notre relation de l'influence extérieure. Et cette différence n'est pas petite. Elle est fondamentale. Cela fait 3 mois que le mariage a été officiellement annulé. Les retombées financières sont réglées. Nous avons partagé les acomptes non remboursables selon les contrats que nous avons signés. Il n'y a pas eu de procès, pas de menaces juridiques dramatiques, juste de la paperasse et des reçus. La version sociale des événements s'est stabilisée aussi. Les gens qui voulaient croire que j'avais paniqué le croient toujours. Les gens qui ont demandé ma version l'ont entendu et ont rendu leur propre jugement. Je n'ai pas cherché de validation. Jenna et moi ne nous sommes pas parlé depuis l'épicerie. Un ami commun a mentionné récemment qu'elle et Ryan passaient beaucoup de temps ensemble à nouveau. Je n'ai pas posé de questions de suivi. Ce n'est plus mes affaires. Si quoi que ce soit, cela renforce l'instinct que j'avais quand elle insistait pour qu'il soit présent à notre jour de mariage. En regardant en arrière, le déclencheur réel était petit sur le papier, une invitation, des excuses, une demande présentée comme un compromis, mais la structure en dessous n'était pas petite. Elle a impliqué son ex dans notre conflit privé. Elle a traité son opinion comme pertinente pour nos fiançailles. Elle m'a positionné comme quelqu'un qui devait gagner l'approbation d'un homme qui n'avait pas sa place dans mon avenir. Et quand j'ai refusé, elle a escaladé au lieu de recalibrer. Ce qui ressort le plus n'est pas la dispute elle-même. C'est à quel point elle a agi rapidement pour contrôler le récit une fois que je ne me suis pas plié. Appeler ma sœur, envoyer des messages à des amis, suggérer que j'étais instable. Ce n'était pas de la panique. C'était du contrôle des dégâts. Si je m'étais excusé auprès de Ryan, le mariage aurait continué. En surface, tout aurait eu l'air bien. Photos, sourires, discours, mais j'aurais su que quand le moment viendrait, ma limite serait négociable et son ex aurait une voix dans notre dynamique. Cette connaissance ne disparaîtrait pas après la lune de miel. Les gens continuent de demander si je regrette d'avoir été si ferme. La réponse honnête est non. Annuler un mariage est coûteux et gênant. Divorcer de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites est bien pire. Je n'ai pas perdu un mariage. J'en ai évité un qui était déjà structuré contre moi. Et le fait qu'elle n'ait cru que j'étais sérieux qu'une fois que le lieu a confirmé que c'était annulé me dit tout sur la façon dont elle considérait ma détermination. Elle pensait que je bluffais. Ce n'était pas le cas.